Jean-Michel Maire, vous avez un coup de cœur pour Éric Ciotti. Bah oui, parce que Éric Ciotti veut, j'imagine, prendre un peu exemple sur Elon Musk qui maintenant est chargé par Donald Trump de couper grassement dans les dépenses de l'État aux États-Unis pour faire des économies entre 500 et 1 milliard de dollars, ce qui est énorme, en réduisant le nombre de fonctionnaires, le nombre d'agences, en diminuant les subventions, etc. Et je pense qu'il y a, j'imagine, plein de choses à faire comme ça en France. Vous avez le courage de le dire. D'habitude, on touche jamais aux fonctionnaires, aux dépenses, aux subventions. Qu'un homme politique ait le courage de dire que si il y a moyen de récupérer de l'argent plutôt que d'augmenter les impôts, de récupérer de l'argent en coupant dans les dépenses, je trouve que c'est courageux. Alors justement, Éric Ciotti, pour nos téléspectateurs, dites-nous, parce que vous allez lancer, des mesures assez ambitieuses. Racontez-nous. Oui, on a lancé ça hier soir pour mettre un terme à la gabegie de dépenses publiques. Notre pays est le pays qui dépense le plus d'argent public, donc l'argent de tous les concitoyens. Certains en politique pensent que c'est leur argent, mais c'est l'argent des concitoyens. Et comme on dépense le plus, on est le pays où on paye le plus d'impôts au monde. Exactement. Chaque année, on gagne la Coupe du Monde des impôts et celle-là, on aimerait que peut-être d'autres la gagnent. Oui, c'est sûr. Mais on continue à la gagner et au final, on a ce pays où les entreprises payent le plus de charges, de cotisations sociales et en Europe où les salaires sont très en deçà de la moyenne. Donc on a un problème de pouvoir d'achat. Donc on s'attaque au début, on veut moins de dépenses publiques, moins de bureaucratie, moins de technocratie, moins de bidules, de machins, de comités, comme aurait dit le général de Gaulle, de comités théodules, comme l'ARCOM d'ailleurs. On veut supprimer l'ARCOM, ça me permet de faire un lien avec la décision scandaleuse qui a été prise contre toute logique, contre tout intérêt de démocratie, mais aussi contre tout intérêt économique. Je peux vous poser une question, Éric Ciotti. Vous me dites si vous répondez ou pas. Parce qu'on se posait la question il y a un instant avec les chroniqueurs. On se disait, c'est une décision comme ça, est-ce que le président de l'ARCOM la prend seul? Non. Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? C'est mon intuition. D'accord. Je n'ai pas d'éléments, mais non, bien sûr, d'accord. Je pense que ça se prend un peu, sans doute au-dessus. Ah oui? Oui, je pense. En tout cas, est-ce que donc on veut supprimer. Est-ce qu'au-dessus, on est prévenu? À minima, je pense. À minima, oui. Je pense. Merci. Non, même sûr. Ah d'accord, très bien. Éric Ciotti, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est fou parce qu'on dit souvent il faut redonner l'argent dans les poches des Français. On a l'impression que l'argent est partout, sauf dans la poche des Français. Et dès qu'il y a un problème, on l'a vu encore aujourd'hui avec les retraités, bien sûr. On a une ministre qui nous dit on va taxer un peu plus les retraités. Mais personne ne dit on va faire des économies. Donc hier soir, avec mon parti, avec l'UDR, on avait des économistes. On avait l'ancien patron du FMI, Jacques Delarosière, qui est formidable. À 95 ans, il a porté un plan de 200 milliards d'euros d'économies par an, avec des solutions très claires. Ce qu'on propose, c'est supprimer aujourd'hui, en 5 ans, 400 des 1200 agences ou institutions de l'État. On va supprimer, par exemple, le Conseil économique et social. On va supprimer les rectorats, les agences régionales de santé, l'OFB, qui pollue la vie des agriculteurs. L'ARCOM, je le redis, ça fait plaisir de le redire. Je vous confirme. Donc, l'OFB, c'est quand même incroyable. L'OFB pour les agriculteurs, c'est incroyable. Un quart des agences. Parce que derrière les agences, il y a des locaux, il y a des voitures, il y a des dépenses, il y a des gros salaires, souvent. Il y a des gens qu'on recase, parce qu'à la tête de tous ces comités, il y a un comité contre le bruit, il y a une multitude d'organismes qui ne servent pas à grand-chose. Et comme ils existent, ils produisent d'autres contraintes pour ceux qui bossent, pour ceux qui travaillent, et ils bloquent l'économie. On veut supprimer, au-delà de ces organismes, on veut supprimer des normes aussi. Il y a 400 000 normes dans le pays, et il y a une étude qui estime, au-delà de l'étude, c'est le Premier ministre François Bayrou qui l'a dit la semaine dernière, c'est pas moi qui le dis, il dit que ça nous coûte 4% de croissance. 4% de croissance, c'est plus de 100 milliards d'euros de richesse par an. On produirait 100 milliards d'euros de plus qui pourraient être prélevés. On augmenterait, je dirais, la part du gâteau de tout le monde, de tous les Français, s'il n'y avait pas ces normes. Donc là, on propose de supprimer
des lois complètement ahurissantes, les zones d'artificialisation nette, le ZAN, les ZFE qui interdisent à des Français qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture moderne ou électrique à 60 000 euros, qui ont une 4L ou une Clio, qui peuvent plus rentrer en ville parce qu'il y a des écolos qui leur disent non, vous rentrez pas en ville. Ça vous est plus autorisé. C'est un mépris social total. On veut supprimer les lois SRU qui contraignent aussi à construire dans certaines zones des logements. On veut simplifier les permis de construire. Donc ça, c'est le deuxième pilier. On s'attaque aux normes. Le premier, on s'attaque aux organismes. Et puis, on veut aussi qu'il n'y ait plus que 2 échelons des collectivités territoriales. Aujourd'hui, on ne sait plus qui fait quoi. Je suis élu du département des Alpes-Maritimes, mais il y a la région, il y a le département, il y a la métropole, il y a des intercommunalités, il y a au-dessus l'Europe, l'État. On ne sait plus qui fait quoi. Tout ça chevauche, tout ça, ça coûte. On ne veut plus que 2 échelons. La commune, tout le monde est attaché à sa commune, tout le monde connaît son maire, il y a ce lien avec le territoire. Et puis, on veut au-dessus ce que j'appelle les provinces, qui seraient le fruit de l'addition des régions, des départements, des intercommunalités, des métropoles. Donc, il n'y aurait plus que 2 échelons et beaucoup d'économies. Et au niveau de l'État, il y aurait un préfet qui dirigerait toute l'administration. Parce qu'aujourd'hui, l'État a perdu même de sa puissance. On dit qu'il y a trop d'État, mais il n'y a pas trop d'État pour la police, pour la justice. Donc, sur l'organisation territoriale, il n'y aurait plus d'ARS. On a vu que l'ARS était très mal pilotée. Il n'y aurait plus de recteur. Il y aurait un préfet avec des directeurs autour de lui et une administration plus allégée. Oui, Guillaume. Éric Ciotti a raison, l'État obèse est à la racine de tous les problèmes économiques français, parce qu'en réduisant les dépenses de l'État, vous allez réduire la dette, vous allez réduire les impôts, vous allez réduire les charges patronales, et donc vous allez augmenter les salaires des Français. C'est tout l'objectif. Ma question, vous avez tout compris. Parce que vous connaissez. Vous pouvez adhérer à l'UDR. Non, mais vous connaissez bien même dans une tenue comme ça. On prend. Non, mais vous connaissez bien le fonctionnement de la France. Aujourd'hui, on a 3 000 milliards de dettes. Est-ce que vous avez un peu estimé 3 300 milliards. Voilà, 3 200, oui, à peu près. Est-ce que vous avez estimé, vous avez parlé de 100 milliards d'économies par an, mais est-ce que ce serait de la dette qu'on rembourserait pour la France? Est-ce que vous avez une idée de la durée pour rembourser idéalement les dettes de la France? Dans notre plan, on a à minima, et on n'a pas forcé le trait, on a à minima 120 milliards d'euros par an d'économie d'argent public. C'est-à-dire 600 milliards en 5 ans. Le plan, il est sur 5 ans. On considère qu'enlever les normes, enlever les contraintes, ça va générer 3-4 points de croissance en plus, c'est-à-dire autour de 100 milliards. Ensuite, on a un plan de privatisation. L'État détient aujourd'hui environ 180 milliards d'euros dans des entreprises, Engie, Renault. On peut estimer qu'une partie de cession de ces activités, moi je considère que le privé gère mieux que le public. Il faut du public. Il faut le public pour la police, pour la justice, pour la défense, pour l'éducation, pour la santé. Mais même si sur la santé, on voit souvent que le secteur privé fonctionne mieux, en tout cas il coûte moins. Sur l'éducation, on voit bien que le secteur privé marche bien aussi, mais allez, ces 5 missions, il faut naturellement des fonctionnaires, et il en faut plus devant les malades, devant les jeunes, dans la rue pour les policiers. On dit d'ailleurs dans notre plan qu'il faut au moins 4 fonctionnaires sur 5 qui soient au boulot et pas dans des bureaux. Et donc, on a tout ça. Et la partie des privatisations ira pour le remboursement de la dette. Et les économies, une partie iront sur la dette, une partie iront sur la baisse des impôts et des cotisations pour augmenter les salaires, parce que vous avez raison, les salaires sont trop faibles. On va donner la parole à 2 questions de nos amis de la France Insoumise. Je rigole. C'est bon. Je tiens à vous rassurer. C'est bon, là. Non, Gilles Verdez. Monsieur Ciotti, un ami des amis de la France Insoumise. vous me faites peur. La France. Moi, je vais vous dire, celui qui me fait peur, c'est vous. Et celui qui fait peur aux Français tous les soirs, c'est vous. Alors, sur la simplification de quelques normes, oui, mais là, vous voulez libéraliser tout. Quand vous parlez de permis de construire n'importe où, y compris dans les zones inondables, c'est pas ce qu'il a dit. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a encore pas écouté. C'est comme quand Fatou lui dit quelque chose. Non, monsieur Ciotti, pas touché aux zones inondables. Pour moi, l'État, c'est tout. C'est l'État. Je suis dans un village qui a été inondé, donc je connais bien le sujet. Voilà, c'est vrai. Pour moi, l'État, c'est tout. C'est l'État-providence, c'est l'État
pour la santé, pour les écoles, pour la protection des gens. J'ai l'impression que là, vous voulez ratiboiser les excusez-moi, gens. mais là vous êtes content, ça marche là en ce moment, là, ce qui se passe ça marche, non mais ça marche Gilles Verdez, là ce qui se passe en ce moment. Pas tellement, mais pas tellement, pas du tout. J'ai peur que ce soit pire. Merci, non, c'est bon, Géraldine. Non, parce que justement, là où vous avez raison, non, c'est pas dommage. sur l'hôpital, il y a 1 million, un peu plus d'1 million, 1,1 million agents qui travaillent dans l'hôpital public. Mais dans ces agents, il y en a 40% qui sont dans l'administration, qui ne sont pas des soignants, qui ne sont pas devant les malades. Moi, je souhaite que dans notre plan, eh bien, il y en ait 800 000 qui soient devant les malades. Pour l'éducation, il y a un tiers du personnel d'éducation, c'est à peu près pareil, c'est 1 200 000, pardon, et il y a un tiers qui ne sont pas devant les élèves, un quart à un tiers. Il faut qu'il y en ait plus. Oui. Il faut qu'il y ait plus de policiers dans la rue plutôt que faire des procédures dans des bureaux. Donc, en même temps, moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut supprimer massivement les fonctionnaires. On a besoin de fonctionnaires, c'est pas ce qu'on dit. Mais il faut que les fonctionnaires soient placés au bon endroit. Aujourd'hui, on a le record du monde des dépenses, on a le record du monde des impôts, et les Français se disent, l'école, elle ne fonctionne plus, on n'a jamais eu un niveau aussi faible, l'hôpital fonctionne de moins en moins bien alors qu'on avait le meilleur système au monde. Police. La sécurité n'est plus assurée dans la rue et la justice, elle met des années à rendre ses décisions, à part pour certains. Voilà, donc là, c'est pour ça qu'il y a aussi cette crise démocratique. Ciotti, attention, il a 2 doigts de rejoindre l'UDR. Attention là. Est-ce que je vous ai convaincu? Non, vous parlez toujours avec pertinence, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Mais non, mais il ne quittera jamais Louis Boyard et ses amis. Merci, il va habiter à Villeneuve-Saint-Georges. Oui, Thomas Guénolé. Oui, et pas 2 heures. Hein. Non. Question très simple. Difficile, mais très simple. En 2021, vous avez déclaré « Je ne voterai jamais pour Marine Le Pen ». Vous avez déclaré « Le Rassemblement national est historiquement l'adversaire, voire l'ennemi du gaullisme ». C'est des propos très forts. Et en 2024, vous devenez son allié, l'allié de Marine Le Pen et l'allié du RN. Et donc ma question, candide et sincère, la question. Comment on peut vous faire confiance du coup quand vous faites des promesses et que vous prenez des engagements, quels qu'ils soient, que vous venez de nous énumérer? J'ai un problème là-dessus et je voudrais une clarification. C'est bon, on a posé la question, il va répondre. On se connaît depuis longtemps. Ah ouais, merde. On s'était vu à RMC. Ça, c'est la fait. Et vous êtes niçois comme moi, donc voilà, c'est pas du tout personnel. Moins de temps que vous, et déjà, j'en peux plus. Alors oui, allez-y. Merci. Ceux qui m'ont toujours attaqué, vous en faites peut-être partie, ont toujours reconnu que j'étais de droite et même trop à droite. J'ai toujours été de droite. Même dans ma famille politique, on me reprochait d'être un peu à droite de la droite. Vos convictions sont stables. Donc, à un moment, est arrivé un vrai débat. Soit on laissait le pouvoir à ceux qui ont mis la France dans cet état, avec une alliance avec le nouveau Front populaire, avec LFI qui pour moi est le danger majeur pour notre démocratie, pour notre pays, soit il y avait une alliance à droite, on n'est pas pareil. Il y a des différences, mais chacun a évolué. Marine Le Pen a évolué, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait aussi dans son évolution, dans son parti, depuis 2021. Des choix difficiles, oui, depuis 2021. Il y a eu notamment des ruptures avec des personnalités qui incarnaient un passé sulfureux. Elle a eu ce courage, elle a évolué. Moi, j'ai évolué aussi. Puis quand on est dans un appareil politique, on est corseté, on dit des choses souvent qui dépassent nos pensées profondes, parce qu'on est dans un cadre, on est dans un moule. Moi, aujourd'hui, je suis libre, j'ai envie de dire, et je pense que gouverner à droite le pays, eh bien, serait beaucoup plus efficace que la catastrophe qui nous a amené au déclin français aujourd'hui et au chaos qui est à l'Assemblée. Parce que quelle cohérence il y a entre ce socle commun qui va désormais du PS à LR. On voit bien que la France est bloquée. Et donc, moi, je crois que le moment est venu de renverser la table, on le disait tout à l'heure, de changer de cadre, d'essayer. Moi, je ne crois pas que ceux qui ont gouverné aujourd'hui soient à même de redresser le pays. Je crois qu'il faut changer et essayer autre chose. Là, on le voit, hein, ça y est, hein, on voit bien que le pays n'est pas du tout en voie de redressement. Oui. Là, il est en voie d'aller dans le mur. Merci Éric Ciotti d'avoir été avec nous sur C8. Merci beaucoup. Et écoutez, on vous suit. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de l'élection de Donald Trump? Moi, je regardais hier... D'abord, il y a une extraordinaire énergie. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime plutôt, je vous l'avais dit ici. Bien sûr, on s'en rappelle. D'abord, il a été très largement élu, mais
on voit la différence entre ce qui se passe chez nous, où on a l'impression que ceux qui nous gouvernent roulent dans une 4L sans GPS, sans climatisation, et que de l'autre côté, ils sont dans la fusée SpaceX. C'est exactement. Vous savez ce que j'ai dit, moi j'avais dit, c'est le bonheur est dans le pré contre Avatar. Ben oui. Et ils signent des décrets sur l'immigration en 1 heure. Nous, on n'a même pas pris les décrets de la toute petite loi qui a été votée il y a 1 an. On en est toujours au même niveau. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut changer. Il faut tout casser ce qui, aujourd'hui, a abîmé le pays. Il faut reconstruire un pays plus moderne, plus efficace, moins de normes. Il faut faire confiance aux entrepreneurs, à la liberté. On ne sait plus produire que des impôts, des contraintes, des normes qui empêchent les gens de vivre. Dans le gouvernement, est-ce qu'il y a des gens que vous estimez quand même si vous n'êtes pas d'accord avec vous? Oui, moi j'estime Bruno Retailleau, bien notamment. sûr. Bah oui. Voilà, je parlais de la loi immigration. Mais Bruno Retailleau, il ne peut pas faire ce qu'on avait décidé de faire ensemble. Parce que Bayrou n'est pas d'accord. C'est compliqué. Moi, j'ai vu le ministre de l'économie la semaine dernière. Il m'a dit il ne faut surtout pas toucher à l'immigration. Je lui ai dit, vous savez, il y a une mesure d'économie importante, 7 milliards d'euros par an. Si on ne verse pas aux étrangers les allocations familiales pendant 5 ans, parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un arrive, il a les allocs. Et il n'a pas payé de cotisation avant. Donc il a les allocations familiales et les allocations logement. Si on dit on les verse au bout de 5 ans et on vérifie qu'il s'est bien intégré, des gens vont gagner. Ça fait 7 milliards d'économies par an. Donc, Éric Lombard, il m'a dit ah non, mais alors là, on est en désaccord total, c'est idéologique. Il m'a pas dit c'est économique, il m'a dit c'est idéologique. Pareil, quand je lui ai dit l'AME, c'est vous qui avez sorti les affaires des oreilles décollées. Il me dit ah non, on ne touche pas à l'AME. C'est quand même 11 000 euros de dépenses l'année dernière, c'est énorme. 11 000 euros sur tout le bon, mais 11 000 euros. Mais c'est un symbole. C'est un symbole. C'est un scandaleux. C'est scandaleux, mais bien sûr, c'est un symbole, on s'en fout des 11 000 euros. C'est un symbole. Merci, Thomas Guénolé, c'est bon. Occupez-vous d'Anastasia. D'être juste, parce qu'il y a des Français. Il y a des Français retraités, des Français modestes qui ne peuvent pas se payer des prothèses auditives, qui ont un appareil dentaire. Et ils voient qu'un étranger arrive et aujourd'hui, il a les soins pris à 100% qui ne sont pas... Je ne dis pas qu'il ne faut pas... Au tarif conventionné, vous le savez. Éric Ciotti, le relancez pas. En situation d'urgence. Au tarif conventionné, vous le savez. Mais voilà. Merci. Et surtout les agriculteurs. Il a réveillé mamie en plus. Merci. Merci Éric Ciotti d'avoir été avec nous sur C8. Merci.